Bonsoir à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Prenez une bonne bouteille d'eau, un verre d'eau. Hydratez-vous et on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. On va parler d'identité de marque. Donc, on va parler d'identité et de marque. Excusez-moi un peu pour les... j'ai un rhume en fait. Donc, vous allez m'entendre des fois sniffer. Alors, ceci est une formation d'introduction en fait à la construction d'une identité de marque. Donc, on va balayer en fait toute la partie identité visuelle. On va balayer aussi un peu la partie stratégique. Voilà. Comme d'habitude, mes formations, c'est vous montrer un chemin. Et si toutefois ce chemin vous semble pertinent et que vous y adhérez à ce moment-là, vous aurez la connaissance nécessaire pour l'arpenter de vous-même et vous documenter sur les aspects que je n'ai pas forcément approfondis ou abordés. Donc voilà, on va parler d'identité de marque. C'est un sujet très important puisque j'ai l'impression que les forums autour de l'entrepreneuriat, que ce soit masculin ou féminin, sont en train de fleurir un peu partout. C'est à la mode. J'espère que c'est une mode soutenue, une mode sincère et pas une mode éphémère et une tendance qui va bientôt disparaître en fait. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc ceci est un peu ma pierre à l'édifice. C'est une formation gratuite. Donc on va commencer par cette création que j'avais faite pour annoncer ma formation. Alors, l'identité de marque est un élément très important dans la construction de votre marque, dans la construction de votre aventure, ou si même vous êtes employé en fait dans une grande entreprise, sachez que vous êtes membre et vous représentez un peu, vous avez une certaine partie, vous représentez un peu une certaine partie de cette identité de marque. Et l'identité de marque prend du temps à se construire et part en fumée extrêmement rapidement. Donc pour éviter cela, puisqu'on n'est pas là pour voilà, pour annoncer, on va dire des choses un peu par rose, on va avoir le bon côté des choses et on va aborder voilà comment éviter un peu tout cela. C'est quoi une marque? Parce que identité, marque, il y a deux mots importants. L'identité, c'est un mot qu'on va aborder, surtout la marque. C'est quoi une marque? C'est une question simple, mais elle n'est pas si simple que cela, vous allez voir. Alors là, je vous ai mis le logo de Maya. Maya qui est une entreprise qui vend des produits alimentaires, si je ne me trompe. Alors, ça c'est le logo et beaucoup pensent en fait part du principe que le logo est la marque. En fait, ben non. Le logo n'est pas la marque en fait. Le logo est une partie de la marque, c'est une composante de la marque, mais le logo n'est pas la marque. Vous voyez que la définition n'est pas si simple. On va passer à la slide suivante. La charte graphique, là je vous présente la charte graphique, une partie de la charte graphique de Netflix. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une charte graphique c'est un peu un document qui aborde un peu toutes les structures, les composantes en fait de la présentation idéale d'une marque. Cela aborde la couleur, la typographie, la disposition du logo, le logo, les do's et les don'ts. Donc il y a pas mal d'éléments en fait. Et bien la charte graphique n'est pas la marque en fait. La charte graphique est un document qui régit un peu la façon optimale d'utiliser l'identité visuelle d'une marque, mais ce n'est pas la marque en elle-même. Donc vous voyez que la définition n'est pas si simple en fait d'une marque. Alors ça c'est une carte Visa d'une entreprise de la place UBA. Donc si vous comptez sur moi pour vous donner un compte bancaire gratuitement, vous vous trompez de formation. Allez. Le produit n'est pas la marque. Donc là c'est une carte, c'est un produit. Donc le produit en lui-même n'est pas une marque en fait. Le produit, ben c'est ce que la marque va mettre à disposition de son marché, de son audience. Donc encore une fois, un produit n'est pas la marque. iPhone n'est pas Apple. Apple c'est la marque. Voilà. C'est quoi alors une marque? Il y a énormément de directions, je vous ai montré beaucoup de choses et vous pouvez partir du principe que je suis là pour vous perdre. Eh bien, vous avez raison, non, je rigole. Alors, c'est quoi alors une marque? Là, je vous illustre un peu l'exemple de Yara Oil. Yara Oil, sur leur site internet, Yara Oil dit vous servir avec passion. Yara Oil, le partenaire idéal des entreprises au Mali. Ça, c'est ce que eux, ils disent d'eux-mêmes. Bon, généralement, on n'est pas bien placé pour se critiquer soi-même. Alors, une marque, ce n'est pas ce que la marque dit d'elle-même, en fait.
cette affirmation peut être vraie. J'ai mon idée sur Yara Oil, je vous laisse vous faire votre idée. Je pense que oui, ils ont beaucoup de qualités, cette entreprise a énormément de qualités. C'est d'ailleurs pour l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de l'inclure dans ma formation. Donc une marque, ce n'est pas ce qu'elle dit d'elle-même. Une marque, c'est ce que vos clients pensent de vous. Là, c'est un exemple du billet qui lançait un compte épargne. Alors, je ne sais pas ce que ce compte épargne-là contient, ni quels sont réellement ses avantages-là. Je me suis réellement intéressé aux retours clients et aux différents commentaires. Là, on a le commentaire de Fatim Touré qui trouve ça génial. Et c'est cela la marque, en fait. C'est ce que les gens pensent de vous. Vous pouvez dire que vous êtes l'entreprise idéale, le partenaire idéal des entreprises au Mali, que vous servez avec passion, mais si les clients ne le ressentent pas, cela ne sert absolument à rien. Cela n'est pas vous, en fait. Cela est ce que vous dites de vous, mais cela n'est pas ce que les clients pensent de vous. Et ce que les clients pensent de vous est la chose la plus importante. Donc, c'est cela réellement la marque. La marque est une notion un peu complexe, en fait. Ce n'est pas juste une phrase, une accroche, une annonce, voilà. La marque est très complexe. Là, bon, pour un peu corriger le tir de ce que Yara Oil disait en tant que marque d'elle-même, il y a Monsieur Diarra qui est d'accord avec eux puisqu'ils disent vive le service Yara Oil. Donc on suppose qu'il a utilisé un des services de Yara Oil et qu'il était plutôt satisfait à tel point qu'il leur a fait savoir sur leur page Facebook. Donc ça, c'est la marque. C'est ce que les clients pensent. Vos clients pensent de vous. Donc c'est ça réellement la marque. Là, c'est un retour d'un client de la jeune entreprise Maya et apparemment, ils ont lancé un produit à base de Zira, donc pain de singe que cette personne a aimé. Et j'aime bien en fait réellement cette relation-là puisque cette marque est soucieuse du retour des clients. Donc j'aime bien ces genres d'interaction humaine. D'ailleurs, l'une des premières raisons pour lesquelles on s'ouvre autant et qu'on ouvre une page sociale, c'est interagir et interagir avec sa communauté. Voilà. Donc, il y a des marques qui créent des pages Facebook, mais voilà. À part poster de la promo, en longueur de journée, il n'y a pas énormément d'interaction. Donc, la marque, encore une fois, c'est ce que vos clients pensent de vous et non ce que vous dites de vous-même. Ce que vous dites de vous-même est un bon début parce que quand on commence, il faut bien commencer quelque part. Et on commence par la communication pour montrer aux gens ce qu'on existe et qu'est-ce qu'on fait réellement. Donc, ça, c'est déjà un bon début, en fait, hein. Donc je ne dis pas de jeter toute cette partie à la poubelle, bien au contraire. Mais l'objectif, c'est d'amener les gens à adhérer à cela par des faits et des preuves. Et ces preuves-là sont vécues par les clients. Donc les clients préfèrent eux se fier à leur expérience parce qu'in fine, on croit plus en soi-même qu'à un inconnu qui débarque et qui me dit « Donne-moi ton argent, je suis le meilleur sur le marché ». Non, une relation commerciale ne se passe jamais ainsi. Pourquoi l'identité de marque est-elle importante, me direz-vous? Là, j'essaie de me projeter un peu dans vos têtes. Bon, j'espère que je me projette bien alors du coup. Et j'espère que vous avez beaucoup de place dans vos têtes. Je fais 1m87. Les gens ont beaucoup de choix et peu de temps. Imaginez-vous, vous voulez acheter un produit ou un service. Il y a énormément de choix sur le marché et vous n'avez pas beaucoup de temps en fait. Vous passez 8 heures à dormir, vous travaillez sûrement, vous réglez vos problèmes, les histoires de famille et tout. Bon, vous avez quelques problématiques liées à un produit ou à un service. Voilà. Donc vous ne voulez pas passer des plombes à choisir réellement la marque idéale ou le modèle idéal ou le service idéal. Donc voilà. Donc cela est une composante extrêmement importante dans ce qu'on appelle l'identité de marque. Pourquoi tout cela est important? Les offres ont une qualité et des options plutôt similaires en fait sur le marché. Vous allez voir que quand vous allez analyser les produits et les services des concurrents d'une marque que vous aimez, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes choses en fait, hein. Donc voilà, il n'y a pas une grande différence en fait entre les services proposés sur le marché. Donc la façon dont vous allez communiquer votre identité, qu'est-ce qui va faire que réellement un client va choisir une marque par rapport à une autre? Ben, tout cela découle de ce qu'on appelle l'identité. Donc, c'est pour cela que cette partie identitaire est extrêmement importante. Et nous avons tendance à fonder nos choix d'achat sur la confiance. Vous allez voir que les marques les plus fortes sont des marques extrêmement anciennes qui existent depuis, pour certaines, depuis des siècles, un siècle au moins, en fait. Et la confiance se construit dans le temps. Je peux venir vous dire, oui, bon, bah, bonjour, je m'appelle Eric Keita.
Je suis le meilleur formateur du Mali. Ok, mais voilà, ça c'est juste une affirmation. Vous n'avez pas beaucoup d'informations, beaucoup de preuves sur lesquelles bâtir réellement cette affirmation de ma part là. Donc, pour me faire confiance, vous avez besoin d'un peu plus de preuves de ma part. Donc, ces preuves-là sont apportées par toute la partie animation que je fais, ces formations que je fais. Il y a d'excellents formateurs, hein, alors je ne prends pas la grosse tête loin de là. Donc, ça, c'était juste à titre d'exemple. Donc, nous avons tendance à fonder nos choix d'achat sur la confiance. Et la confiance, quand on comprend pourquoi une marque fait ce qu'elle fait, on a tendance à plus facilement faire confiance à cette marque-là. Et l'identité de marque est très importante puisque la valeur de la marque est estimée. Alors, je vous propose le cas de Coca-Cola. La capitalisation boursière de cette marque-là est évaluée à plus de 232 milliards de dollars. Donc, c'est une marque très forte. Bon, c'est pas la marque la plus forte au monde, mais c'est une marque quand même très, très forte, en fait. 232 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez combien ça fait. Ça fait beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Anyway. Et la valeur de la marque, c'est ce qui sera apporté par l'identité. Est-ce que vous êtes une marque forte ou pas? Et cette partie valeur est une capitalisation émotionnelle, en fait, de tout ce que vous faites, la façon dont vous communiquez, la façon dont les gens, votre marché, votre audience vous perçoit. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux? Donc ça, c'est toute cette bulle émotionnelle, toute cette bulle-là qui découle en fait de la partie identitaire. Et vous voyez que cette part représente presque 25% de la capitalisation de la marque. Donc 25%, imaginez que vous vendez un produit à 100 francs. Et que imaginez juste que parce que vous êtes une marque forte, les gens sont prêts à l'acheter 125 francs. Donc 25% en plus sur le prix d'acquisition. Eh ben, ça fait une part non négligeable, en fait, hein. Donc, cette partie-là est très, 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 très importante et non négligeable. Les composants d'une marque. Il y a des choses à savoir sur, voilà, les composants d'une marque. Il y en a 4 que je vous propose. Bon, certains parlent de plusieurs choses. J'ai essayé de pas faire très, très complexe. Donc, je vais aborder 4 choses essentielles, en fait, hein, qui sont les composantes d'une marque. La partie différenciante. En quoi vous êtes différent de la concurrence? Il y a un petit « et » qui manque d'ailleurs dans différent. En quoi vous êtes différent de la concurrence, en fait, hein? Donc ça, c'est généralement apporté par tout ce qui est proposition de valeur et ainsi de suite. Bon, si vous me suivez, vous saurez à peu près ce qu'est la proposition de valeur. Ou sinon, connectez-vous sur mes pages sociales et suivez Eric Academy. Bon, j'y reviendrai après. Donc, en quoi vous êtes différenciant? Qu'est-ce que vous amenez comme rupture sur le marché? Bon, pas forcément une rupture, en fait, hein, parce que les gens ont tendance à dire oui, une approche disruptive, une approche innovante, mais anyway, généralement, les gens font quelque chose d'assez commun, en fait, finalement, sur le marché. Donc, en quoi vous êtes différenciant? Est-ce que vous avez une meilleure qualité, un meilleur service, un meilleur service après-vente, une meilleure expérience? Généralement, essayez de vendre un résultat, une expérience. Cela vous mettra toujours un cran au-delà de toute cette partie-là. Oui, je suis le meilleur prix. La bataille du prix, in fine, ça n'apporte pas grand-chose, en fait, parce que finalement, tout le monde peut s'aligner sur vos prix. Après, voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir les marques parmi les moins chères, en fait, in fine. Voilà. En quoi vous êtes pertinent? Est-ce que vous êtes pertinent dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes significatif dans ce que vous faites? Moi, par exemple, je suis ingénieur télécom, j'ai fait de l'informatique. Si je décide, par exemple, demain de créer une marque sur le prêt-à-porter, bon, je ne serai pas forcément pertinent, en fait, dans ce monde-là et dans cette mode-là, en fait. Je ne suis pas une fine critique de la mode vestimentaire, donc me lancer dans le prêt-à-porter, sauf si réellement c'est une reconversion par passion. Pourquoi? Après, cela peut s'expliquer, pourquoi pas. Mais je ne serai pas forcément pertinent à vue d'œil, en fait, un ancien informaticien qui se reconvertit dans une industrie de vente de prêt-à-porter. Bon, on va plutôt soulever beaucoup de questions chez les clients qu'autre chose, en fait. Et généralement, l'approche différenciante et l'approche pertinence, en fait, la combinaison de ces deux approches-là va apporter ce qu'on appelle la force de la marque. Ce que vous allez développer chez votre audience, la considération et le désir en réponse à une bonne satisfaction. Est-ce que les gens, en interagissant avec vous, avec votre service, en interagissant avec vos produits et en développant une expérience d'utilisation, une expérience d'interaction avec votre marque,
Est-ce qu'ils développent une certaine considération et un certain désir de revenir vers vous? Donc ça, c'est un composant extrêmement important dans la composition d'une marque. Et le savoir, est-ce que les gens savent pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce que ce que les gens ignorent, c'est cette quête-là du sens est très importante. J'aborde en fait cette partie-là, la quête du sens, dans une formation que j'ai donnée il y a très peu de temps avec UBA. Vous pourrez la suivre, une formation d'1h30 où je vous parle de pas mal de choses sur le marketing, dans l'entrepreneuriat. Donc essayez de visionner cette formation si vous ne l'avez pas encore vue. Mais cette quête du sens est très importante, non seulement pour vous, mais aussi pour votre audience en fait, parce que les gens adhèrent, vont chez vous parce qu'ils comprennent un peu pourquoi vous faites ce que vous faites. Ils peuvent adhérer, non pas parce que vous êtes le moins cher ou le meilleur, vous avez le meilleur produit sur le marché, ils peuvent adhérer à votre idée parce que vous êtes un Malien débutant et vous avez besoin d'être aidé. Ouais, c'est aussi simple que cela. Donc, ces composantes-là sont très prédominantes dans la composition d'une marque et sont très importantes. Est-ce qu'il y a différents types de marques? Eh ben oui. Il y a plusieurs types de marques, je vais vous en présenter 5 si je ne me trompe pas. Les marques dites de produits. Donc c'est des marques qui mettent à disposition des produits sur le marché. Par exemple, Maya met à disposition une très riche gamme alimentaire en fait sur le marché malien et pas que, de ce que je connais de cette marque-là. Et une bonne communication est essentielle pour le sort de cette marque-là. Un focus sur la personne qui a créé la marque, la créatrice de la marque, là en l'occurrence une dame, c'est bien, mais communiquer sur votre gamme de produits, c'est réellement ça qui apportera toute cette richesse à votre marque de produits. Les marques dites de services, généralement c'est des services qui ont un fort penchant sur le B2B, donc le business to business, donc des marques qui mettent à disposition des services pour d'autres entreprises, pour d'autres marques. Et cette marque-là, ces genres de marques axent leur force en fait sur une expérience riche, une expérience, voilà, de rupture inégalée entre guillemets, voilà. Donc eux, ils communiquent plutôt sur l'expérience, elles. Ces marques-là communiquent plutôt elles sur l'expérience. Et le rôle des employés est très important en fait dans la force de cette marque, puisque c'est les véhicules in fine en fait de la force de la marque. Et les premiers clients sont les employés, et s'ils ne sont pas forcément satisfaits, ils peuvent avoir un impact extrêmement important dans les marques dites de services, plus que dans les marques dites de produits en fait, parce que dans les types de marques de produits, ben en fait, les employés de la marque ne sont pas forcément en interaction avec le client. Imaginez Maya qui vend des produits dans un supermarché, voilà, c'est pas les vendeurs de Maya, des employés de Maya qui vont vous vendre cela. Vous faites votre shopping. Donc voilà. Les marques dites corporate, là, je vous prends l'exemple de mon entreprise, Orange. C'est des marques qui sont très difficiles à manager puisque c'est des grandes marques, des multinationales pour la plupart qui ont beaucoup de filiales et beaucoup de secteurs d'activité et qui couvrent beaucoup de secteurs d'activité différents. Orange, par exemple, travaille sur le domaine du B2B avec Orange Business Services, sur le domaine du mobile money avec Orange Money, sur le domaine de la banque avec comme régie Orange Finance Mobile. Donc, il y a pas mal de choses en fait. C'est des marques extrêmement riches et du coup qui se retrouvent difficiles à manager puisqu'elles sont corporate en fait. Et le rôle du CEO ici est très important. Le CEO, c'est un peu le directeur général en fait. Donc, c'est la personne qui dirige en fait ces genres de marques, ces genres d'entreprises en fait, puisqu'il participe à donner une crédibilité et une réputation à la marque. Donc le choix de cette personne est un choix extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a pas mal de challenges en fait pour nommer généralement des CEO de marques corporate. Il y en a une qui a eu lieu, un événement qui a eu lieu il y a pas très longtemps, et d'ailleurs Orange Mali a remporté le lot du meilleur CEO. Les marques dites personnelles. Alors là, on vient greffer sa réputation sur une personnalité. Alors, j'ai lancé il y a peu Eric Academy. Le problème si on peut qualifier ça entre guillemets comme un problème, c'est que je ne suis pas forcément une personnalité connue. Au contraire, en fait, j'étais assez réticent à m'ouvrir en fait sur les pages sociales, puisque c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'ai une connaissance à partager. Et comme j'aime bien aider et partager, donc c'est pour ça que j'ai basé cette marque-là sur ma propre personne. Alors, si les gens se parlent d'Eric, si les gens vous parlent de moi et qu'ils vous disent la vérité, et vous
je pense qu'il y a moyen qu'on s'entende en fait. Hein. J'aime bien aider, donc je pense que quelqu'un qui aime bien aider, bon bah il va pas forcément se prendre la tête avec beaucoup de gens, sauf si c'est des personnes hypocrites. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Bon, ne nous égarons pas trop, ce n'est pas le but. Il est important de communiquer pour expliquer pourquoi vous avez adossé votre marque à vous, et pourquoi cette démarche et comment vous êtes différencié en fait. Alors Eric Academy, je travaille depuis à peu près 15 ans au Mali. Je travaille à Orange Mali depuis à peu près 14 ans. J'ai dirigé énormément de projets structurants, la fibre optique, le réseau 4G, tous les grands projets presque structurants d'Orange Mali, j'y ai pris part. Donc, je pense que cela apporte un certain crédit à ce que je fais. Je pense. Alors, les marques dites géographiques. Donc, c'est un lieu qu'on va prendre comme une marque. Voilà. Là, en l'occurrence, Timbuktu. Si on prend, par exemple, l'exemple du Mali, peu de personnes, in fine, en fait, à travers le monde, connaissent, en fait, le Mali. Par contre, si vous leur dites Timbuktu, Tombouctou, c'était une région qui était extrêmement touristique. Malheureusement, vous connaissez la situation sécuritaire, donc beaucoup moins de touristes maintenant. Mais il y a eu énormément d'ouvrages, en fait, hein, et à travers l'université de cette zone-là qui était une sorte d'immense encyclopédie pour toute la zone. C'était un lieu limite de pèlerinage, en fait, hein, de toutes les personnes qui étaient intéressées par cette quête du savoir. Donc, Timbuktu est très connu à travers le monde. Beaucoup plus que le Mali, en fait, en tant que pays. Donc, on peut vendre, en fait, des choses à travers cette marque-là. Donc, quelqu'un peut, par exemple, lancer une marque Timbuktu, par exemple, le savon de Marseille, initialement. Bon, c'est pas une marque déposée au Mali, on peut faire du savon de Marseille, par exemple. Mais initialement, c'était voilà un certain savoir-faire qui était issu de Marseille, le savon d'Alep par exemple. Voilà, donc tout cela, c'est un savoir-faire qui provient d'une région et les gens se basent sur cette région géographique pour vendre des produits. Donc voilà. Donc ça, c'est une opportunité pour quelqu'un qui veut adosser ses produits à la marque Timbuktu. Tout cela est bien beau. Mais pourquoi je vous raconte tout cela en fait? Pourquoi tout ce... Voilà. Je vais essayer de faire un parallèle parce que généralement c'est dans les parallèles que les gens se retrouvent le mieux. Si Téliman est une marque forte, alors Téliman c'est une marque qui fait du transport d'hommes et de marchandises. Je ne sais pas la force de cette marque en fait, je n'ai pas réellement fait une étude là-dessus. Donc bon, je fais la promotion des marques maliennes. Je pars du principe que c'est une marque forte, donc on va pas faire du brand bashing en fait. D'ailleurs, c'est pas mon credo du tout. Au contraire, si je peux aider, je le ferai avec plaisir. Donc, si Téliman est une marque forte, ils ont la possibilité de fixer leur prix à leur guise, indépendamment de leur concurrence, parce que les gens comprendront pourquoi Téliman fixe ce prix-là par rapport à cette force qu'ils ont acquise en fait. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire si vous avez une marque forte. Et voilà ce que va vous apporter réellement une bonne approche basée sur l'identité de votre marque. Des employés plus fidèles. Ce que j'explique, c'est que les employés sont les premiers ambassadeurs de toute marque. Malheureusement, les marques, dans toutes les slides, les employés viennent à la fin. Oui, bon, on pense à vous, voilà, vous êtes important, mais vous arrivez quand même à la fin. Non, en fait, les clients sont satisfaits si les employés sont satisfaits. Un employé satisfait fait des clients satisfaits et pas l'inverse en fait. Donc pour moi, les employés passent avant les clients parce que c'est les premiers clients d'une entreprise et d'une marque en fait. Donc il est très important de fidéliser ses premiers clients, in fine les employés. Donc si Téliman est une marque forte, il va pouvoir fidéliser de manière très forte les employés. Et les employés, vous verrez qu'ils deviendront même sans que la marque elle-même leur dise des ambassadeurs. Vous aurez plus de visibilité parce que vous allez avoir plus d'adhérents, de sympathisants, d'ambassadeurs qui vont parler de vous et plus de possibilités, des possibilités de partenariat, d'extension dans d'autres sphères géographiques. Il y a énormément de possibilités possibles en fait quand on parle d'une marque. Et des clients plus fidèles. Tout cela fait des clients fidèles parce que les clients se retrouvent en fait. Donc les clients qui se retrouvent, c'est du business gagnant-gagnant parce qu'ils savent pourquoi ils viennent chez vous. Ils viennent chez vous. Ils y gagnent et vous y gagnez aussi. Donc voilà ce que va vous apporter une marque forte. Et pour arriver à cela, il est important d'avoir quelques points. Donc dans le cadre de Téliman, si Téliman voulait arriver en fait à cette marque dite forte, il faut que la marque soit inclusive et sécurisée.
Donc, alors, il y a une petite erreur sur le sécurisé. Je vais corriger cela avant de partager. Il y a un E muet. Donc inclusive, voilà. Donc tout le monde se retrouve dans cette marque-là. Elle est ouverte à l'entrepreneuriat féminin et masculin. Il y a des chauffeurs femmes et hommes. D'ailleurs, j'en ai rencontré une cette semaine d'ailleurs en fait. J'étais assez étonné. Apparemment, il y a 4 femmes qui travaillent comme chauffeurs chez Téléman. Et c'est une marque sécurisée puisqu'ils axent leur communication sur cet aspect sécurité. Bon, je suis pas sûr que quelqu'un qui veut se déplacer, enfin dans leur marché, si toutes les personnes sont aussi regardantes sur l'aspect sécurité. Oui, bon, la sécurité, oui, in fine, c'est une chose essentielle, mais bon, je suis pas sûr que ce soit la première priorité de leurs clients. Mais anyway, eux le sauront plus que moi. Un autre point qui peut être important pour cette marque-là, c'est qu'on valorise le travail des femmes et on l'explique et on communique là-dessus. C'est-à-dire, ils communiquent là-dessus, ce qui est bien. Et un modèle de réussite pour un entrepreneur. Imaginez un entrepreneur qui passe, qui voit Téléman, qui se dit, ah tiens, si Téléman était une marque forte, ah tiens, c'est un modèle de réussite, je veux faire quelque chose comme Téléman. Donc, on arrive à motiver des gens, en fait, des hommes, des femmes, des entrepreneurs à se reconnaître sur différents besoins, sur différentes projections à travers notre marque. Donc voilà ce que va vous apporter en fait cette force-là. Manager une marque, c'est arriver à faire changer les perceptions. Les gens ont des perceptions différentes, des attentes différentes, des besoins différents. Donc adresser ces différents besoins, ces différentes perceptions feront que ils vont comprendre ce que vous faites plus simplement et cela va contribuer à renforcer votre image de marque, votre identité de marque. Cette formation va prendre fin ici, donc avant de vous quitter, je vais vous présenter une référence qui est extrêmement intéressante en fait. Bon là, j'ai mis quelques, bon, je n'en ai qu'une seule, mais au fil de l'eau, je vais vous en présenter d'autres. The Brown Gap, c'est un livre magnifique, d'ailleurs c'est un livre qui a un peu structuré mes propres, la façon dont même je présente, parce que ce livre-là se lit à peu près en 1h30. Je suis désolé, c'est en anglais, j'espère que c'est traduit, je me suis pas forcément renseigné dessus, mais avec tous les sites qui peuvent traduire cela, qui peuvent traduire l'information aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre les informations de ce livre-là et à l'insérer sur les moteurs de traduction. The Brown Gap, c'est un livre qui se lit en moins d'1h30, si vous êtes rapide, et en moins de 2 heures, à peu près en 2 heures, en fait, si vous avez une lecture moyenne. Il est excellent. Je vous le recommande les yeux fermés. Alors, si vous avez aimé cette formation, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. J'ai pris du temps pour faire ce support pour vous et je l'ai fait avec amour et passion. Et donc, si cela vous est utile, n'hésitez pas à partager ce contenu. Vous allez rendre service aux gens qui vont voir ce support-là et vous allez me rendre service et aussi à vous aider, c'est s'aider soi-même. Ça, c'est la petite surprise. Je prépare une formation sur le marketing digital bientôt. Une idée peut être magique, ou poussière. D'ailleurs, c'est pour cela que ma première image illustrative de cette formation-là gratuite, c'était une image d'une marque qui partait en fumée. Alors, ma marque Eric Academy, c'était à titre d'illustration. Eric Academy ne partira pas en fumée, je vous rassure. Là, je prépare une formation sur le marketing digital bientôt. Donc, c'est une formation qui sera à peu près sur une trentaine d'heures. On va aborder énormément d'aspects. Et à la fin de cette formation, normalement, vous serez l'inspecteur gadget du marketing digital, le Chuck Norris de l'aventure palpitante et trépidante du marketing. Alors, je vais me calmer. Donc voilà. En gros, vous serez très outillé sur le marketing digital. Alors, Eric Academy est une académie digitale, une académie malienne. Je suis Eric Keita, promoteur de cette académie digitale. Je partage énormément d'informations pratiques, d'informations avec une approche scientifique en fait. Donc, je ne dis pas parce que j'ai constaté. Voilà. Généralement, je me base sur énormément d'études scientifiques que je partage très souvent d'ailleurs sur mes pages digitales. Donc, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes pages digitales. Si vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse ou sur mes pages aussi. Donc, voilà. Ceci va mettre fin à cette première partie d'aujourd'hui. Je pense que les prochaines parties, on va aborder toute la partie stratégique. Bon, pas toute la partie, mais au moins une initiation à la partie stratégique et une initiation à la partie identité visuelle. C'est quelque chose de très important aussi. On a vu le logo. Le logo n'est pas la marque, mais le logo est quand même important. C'est pas la chose la plus importante, mais c'est une chose à ne pas négliger. Donc voilà, on abordera ces différentes parties-là dans les différentes parties de cette formation sur l'identité de marque.
Eh bien, que vous dire? J'espère que cette première partie vous a plu. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous créer ce support-là. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à dimanche prochain, même heure, même lieu, pour la deuxième partie de cette formation sur l'identité de marque. Au revoir, comme dirait quelqu'un.